Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonsoir aux esprits libres, bonsoir Flavie. Bonsoir aux esprits libres, bonsoir David. On teste des intros, hein, c'est très mauvais, mais on fait des Non, mais expérimentations. on teste, c'est pas mal, écoute. Ça fait un peu vieillot, ça fait un peu Oui, c'est un 19e, quoi. ça fait un peu boomer, mais c'est pas grave. On testera autre chose la prochaine fois. Il y a bien des Au chaînes menu, qui font des bruits de toxins, des de bruits de cloche. cloches. Bon, Bon, ils ont d'autres qualités. commençons un peu dans le dur. Au C'est un menu, sujet au menu. intéressant parce que on peut autant être très ouvert pour un monde open, comme l'Open Society, ou plus conservateur, et donc on peut être pour ou contre le personnage. Mais l'ami Soros voit un petit peu son empire s'effriter. Et il a effectivement perdu. Il semblerait que la direction de son fils, Alexandre, ne soit pas très bonne. Et que, de manière générale, son empire s'effrite, hein. Il a 95 ans, il est 95 ans. Il n'est plus en très bonne santé. Et apparemment, il aurait perdu au moins 1 milliard en valorisation. Et plus important, il a libéré 40% des employés de l'Open Society. Donc on voit quand même un recul. C'est les informations qui suivent les menaces de Trump de l'attaquer en justice. Donc on a ce que les Chinois appelaient un empereur sans empire, un empire sans empereur, un roi sans royaume, peut-être dans une mauvaise passe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Flavie. Alors, est-ce que c'est lié aussi au defunding, définancement, c'est pas français, hein, de l'USAID aussi, puisque j'imagine. Alors, l'Open Society lui-même finance beaucoup, beaucoup d'institutions. Est-ce que lui-même, il est financé par l'USAID? Ah, c'est de la philanthropie, donc c'est un mélange très bigarré sur le plan financier de subsides et de fonds propres sorosiens. C'est la force des ONG et de ce genre de structure, c'est qu'elle ponctionne énormément l'argent des États. Donc elle a beaucoup d'apports, Mmh. ce qui la renforce. Bon, il y a aussi qu'on parle quand même de démondialisation. On voit quand même des blocs apparaître, on voit la multipolarité apparaître. On voit que le recul de l'empire américain à l'échelle mondiale ne bénéficie pas à l'Open Society, qui est quand même un des bras armés, entre guillemets, en tout cas, une des armes plutôt américaines, particulièrement à l'Est. Mmh. On sait ce que fait. C'est officiel, c'est-à-dire qu'on a des juges de la CEDH se plaignant qu'il y avait trop de juges qui étaient sous la botte de l'Open Society. C'est Mmh. c'est tentaculaire, hein, c'est gigantesque. Bon, il y a beaucoup de tendances qui convergent à Alors, appauvrir le pauvre Soros. il y a peut-être un problème de gestion, hein, c'est ce que tu disais éventuellement sur la gestion du fils, mais alors, en tout cas, c'est un signe, quelle que soit la raison, d'une forme d'affaiblissement, en tout cas, du discours Soros et Open Society, affaiblissement aussi, donc lié aux montées, je dirais, plus nationalistes en Europe. On en reparlera tout à l'heure avec le cas anglais qui commence à prendre des proportions un peu dingues. Alors moi, ce que je voulais ajouter sur Soros, il y a eu un dossier intéressant du Figaro cet été en 6 parties. J'avoue que j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu quelques-uns, mais voilà, c'est pas complètement exhaustif ce que je veux dire. Mais surtout, c'est sur le paradoxe permanent du personnage qui passe son temps, mais ça c'est le en même temps, à prêcher quelque chose et un peu à faire l'inverse, enfin être dans des, c'est-à-dire par exemple sur la finance spéculative, c'est ce qui lui a permis donc de parier à la baisse sur la livre sterling, et en même temps il se permet de dire que qu'évidemment il faut réformer le capitalisme, qu'il parlait même d'intégrisme des marchés, et il parle d'excès de confiance des acteurs économiques dans les mécanismes autorégulateurs des marchés. Voilà. Donc c'est typique des contradictions et de la mauvaise foi abyssale quand même du personnage. Il y a aussi, par Moi, j'ai exemple, une mauvaise analogie à faire là-dessus, j'ai envie de dire. C'est un peu la maquerelle qui veut finalement être rentrée dans les ordres et en faire des caisses, qui dans les dîners, après s'être rempli les poches dans la prostitution,
te dis, mais quand même, faut se tenir, ma fille. Mais en tout cas, c'est une façon aussi de manipuler toujours les foulards. C'est quand on parlait de ça beaucoup sur Emmanuel Macron, mais cette façon de toujours dire l'inverse de ce qu'on fait, faire l'inverse de ce qu'on dit, dire une chose, se contredire, ce qui fait que les gens deviennent un peu fous ou abandonnent. Là, je cite d'autres exemples. Par exemple, il a aussi Open Society subventionne l'ONG Transparency International qui est beaucoup travaille beaucoup sur la corruption étatique. C'est cette ONG qui a classé l'Ukraine comme le pays le plus corrompu d'Europe et qui travaille beaucoup sur les paradis fiscaux. Alors, il finance, mais lui-même a domicilié beaucoup de ses gains dans les îles Caïmans. Et puis, pour terminer... Oui, pardon. Notons quand même que si tu as ce genre d'outils, pour un prédateur financier, c'est de l'excellente information. Parce que Oui. Soros est un prédateur financier qui s'est enrichi par la philanthropie. Mais et je voulais citer un troisième paradoxe, c'est son rapport à l'antisémitisme. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui alors a un passé très, très trouble qu'on n'a pas encore fouillé, mais qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a une histoire personnelle assez compliquée. Visiblement, il a perdu la famille dans la Shoah, mais il a aussi été récupéré par quelqu'un qui a un rôle trouble ce qui concerne les dénonciations. Là-dessus, je ne vais pas plus loin parce que je n'ai pas bien étudié le sujet, mais ce serait à investiguer. Et surtout, il a un rapport à la nation et à l'Europe très, très ambivalent. Enfin, en gros, il déteste un petit peu, évidemment, tout ce qui est national. Hein. Pour lui, c'est ce qui a causé la perte, ce qui est vrai, la perte, enfin, en tout cas, le génocide des Juifs, mais il n'a de cesse de vouloir, en effet, détruire les nations européennes au nom de l'Europe, mais aussi au nom de quelque chose qui est un petit peu moins clair et moins sain. Et donc, sur l'antisémitisme, il en parle beaucoup, mais c'est lui qui n'a eu de cesse aussi de faire entrer d'immigration de masse en Europe, qui est principalement musulmane. Alors, sur cette question-là, il y a beaucoup d'intellectuels d'origine juive qui ont cette ambiguïté, je dirais, ce manque de cohérence qui devient de plus en plus ingérable. D'ailleurs, beaucoup sont de plus en plus mal à l'aise sur la question, puisqu'ils ont vu les musulmans comme les nouveaux juifs qu'il fallait protéger. Et eux-mêmes, aujourd'hui, sont souvent éventuellement menacés par l'antisémitisme musulman. Des fois, on est simplement on est un peu victime des conséquences qu'on n'imagine pas de notre bienveillance ou malheureusement. Alors, je ne sais pas si c'est de la bienveillance. Je pense que la bienveillance là-dessus, oui, il y en a, mais l'enfer est pavé de bonne volonté. C'est très mélangé avec de l'idéologie, de l'intérêt personnel. On voit aujourd'hui une partie de la gauche qui, par altruisme, a fait certaines choses qui maintenant nous mettent dans des difficultés financières très importantes et des dépendances à l'étranger extrêmement délétères. Ça, malheureusement, la roue de l'histoire est couverte d'effets pervers inattendus, je crois. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une hégémonie. Il est le symbole d'une hégémonie idéologique, culturelle, je dirais, politique, depuis des décennies, qui est en train de s'affaiblir. D'abord, Trump est en guerre ouverte, hein, là-dessus, il ne s'en cache pas. Soros était le plus grand bailleur de fonds des démocrates, hein, il ne faut pas oublier, et donc de soulèvements comme Black Lives Matter, etc. Donc, il a financé ces mouvements-là, c'est officiel. Ouais. Et aussi le forum international, le forum économique de Davos aussi. Oui, bien sûr. Sur leur site, ça c'est des informations officielles. Donc, oui. Mais c'est quelque chose qui parasitait beaucoup le fonctionnement d'État américain, enfin démocrate, le fonctionnement de cet État profond culturel. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui, malgré même les critiques virulentes encore contre Trump, en tout cas, ça commence à s'affaiblir. D'abord, je dirais principalement parce que c'est un système idéologique qui se noie dans des contradictions qui sont plus viables, plus supportables en fait, qui n'arrivent plus à tenir. Bon, en tout cas, il semblerait qu'effectivement, un des barons de la mondialisation, en tout cas un des gens qui l'a accompagné dans ses dernières extensions, soit en déclin. Ne crions pas au loup, on verra ce qu'il en est. En parlant de mondialisation et de son extension, on a le Mercosur qui a été signé. Donc on a officiellement... D'ailleurs, je tenais à préciser que le Mercosur est en réalité la zone de libre-échange de l'Amérique du Sud. Donc en fait, quelque part, ce serait un accord entre l'Europe et le Mercosur ou une forme d'intégration
de l'Europe au Mercosur sud-américain. Déjà une ambiguïté un peu étonnante. On a appelé ça le Mercosur alors que le Mercosur est un accord commercial existant. Donc voilà, je sais pas, toi, tu as mieux bossé le sujet. Moi, j'ai bossé un petit peu aussi. C'est un sujet assez complexe, mais aussi Très compliqué, oui. étonnant de bêtises. Donc, je te laisse éventuellement commencer. Tu avais lu un très bel article du Monde qui était une sorte de synthèse, disons. Oui, c'est une synthèse. En fait, j'ai lu, il y a un article du Monde que je peux commenter, et puis un autre article aussi, alors d'un blog qui s'appelle le CEPIL, que je connaissais pas, qui est un blog d'économistes, bon, visiblement très pro libre-échange. Et alors, le monde est assez inconfortable de plus en plus avec ces accords, c'est-à-dire que ils veulent suivre et en même temps, ils sont bien obligés ils sont un journal dit de gauche, donc ils sont bien obligés de mentionner la détresse des agriculteurs. Donc ils sont comme ça, ils essayent de louvoyer. Mais il y a quand même le problème de malhonnêteté de ces articles, c'est qu'en général, ça laisse de côté un pan énorme des arguments. Et donc c'est un narratif qui ne se penche que d'un côté. Un exemple frappant en est, par exemple, ils accusent Trump et ses tarifs douaniers d'avoir provoqué ce Mercosur. Ce Mercosur est en négociation depuis les années 90. Ça fait 25 ans que c'est en négociation. Donc en termes de timing, c'est quand même un peu énorme comme argument. Et donc voilà, on parle de deux blocs qui sont, face à ces nouvelles donnes de Trump et tarifs douaniers, ce sont deux blocs qui sont poussés à coopérer. Donc, voilà. Les négos ont commencé je crois, en 97. Là-dessus aussi, donc on nous vend l'accord en nous disant que ça va offrir les marchés publics, je vais essayer d'être clair. L'enjeu pour l'Europe consiste à obtenir l'exemption des droits de douane sur plus de 90% de ses exportations vers le Mercosur, d'ouvrir des marchés publics à ces entreprises et améliorer son accès aux matières premières. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ça ouvre les marchés publics du Mercosur aux entreprises, au marché public européen. Donc c'est de la compétition pour les marchés publics français et européens supplémentaires, comme si on en avait besoin. Enfin, ça, c'est le cœur même du libre-échange. Donc, en fait, on présente ça comme un avantage pour l'Europe, alors que ça va absolument dans les deux sens. Et alors, on parle de la contrepartie, qui est de s'engager à importer davantage de produits agricoles, mais qui serait de façon encadrée, sans dire absolument de quel encadrement il s'agit pour principalement donc, le bœuf, la volaille, le sucre. Hein. Bon, sur le riz, le soja, on est moins producteur, mais sur le bœuf et la volaille, ça va être un vrai problème. Ensuite, ils reconnaissent que Bruxelles n'est pas capable de mettre en œuvre des contrôles adéquats sur les normes, mais que la Commission a accepté de renforcer les mesures de sauvegarde pour les produits européens sensibles et s'engage à intervenir en cas d'impact négatif. Alors, intervenir comment? Impact négatif, comment ils sont évalués? Tout ça, ça reste d'un flou absolu. Ça va se terminer en subside voilà. Donc, Oui, la phrase est exceptionnelle. La phrase est exceptionnelle, d'un génie total. C'est si ce deal ne se révèle pas profitable, l'UE va compenser. Donc elle va rendre aux États une partie des impôts qu'ils payent pour le déficit que ça génère. C'est ce que l'UE passe son temps à faire, en fait. Intéressant. Donc ça crée une machine administrative complètement démente et totalement inutile. Donc la conclusion, c'est quand même de se dire que c'est le miroir d'une double perte d'influence, que l'UE n'est plus en mesure d'imposer sans condition ses normes à ses partenaires commerciaux et de leur dicter la façon dont ils doivent produire, ça on avait remarqué. Et quant à la France, elle est en train de prendre conscience qu'entre son impéritie budgétaire et son instabilité politique, elle aura plus de choix, plus de difficultés à peser sur les choix européens, on avait aussi remarqué en fait. Donc voilà, ça c'est un article. Je vais rappeler quelques éléments essentiels. Donc, effectivement, le Mercosur rassemble de façon stricte l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, où là, il y a une zone de libre-échange totale, enfin en grande partie, et une partie de pays semi-intégrés, avec donc de la négociation, Chili, Pérou, Colombie, Équateur, Guyana et Suriname. Élément intéressant, on a des observateurs donc, qui pourraient rentrer.
Mexique, Nouvelle-Zélande. Bon, Nouvelle-Zélande, c'est un pays d'Amérique du Sud bien connu, donc on va voir. C'est intéressant, il est quand même admis de tous que on sera très perdant sur l'agriculture, spécifiquement viande bovine, volaille, sucre, soja et éthanol, où la concurrence est une concurrence qu'on considère perdante, et les grands perdants sont la France, l'Irlande et la Pologne, ça c'est plus ou moins admis par tous. Sur les produits laitiers, fromages, vins et spiritueux, on a des grands gagnants, la France, l'Italie et l'Espagne, et des grands perdants, les producteurs, selon les prédictions. Les grands perdants, pour le coup, seraient l'Amérique du Sud. L'automobile et les pièces détachées, là encore, on a l'Europe qui serait gagnante. Les machines industrielles, l'équipement, la chimie, la pharmacie, encore, seraient très bénéfiques à l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas notamment. Et le textile, on ne sait pas trop la déboucher. C'est plutôt neutre, c'est un peu 50-50. Sur le plan bancaire, assurance, télécom, ingénierie, on estime qu'on gagnerait des marchés. Et sur les marchés publics, on pourrait accéder à certains contrats. Ça ferait perdre l'assurance, le marché sud-américain. J'en doute très clairement. L'environnement, là, tout le monde serait perdant parce qu'on accentuerait effectivement la déforestation. Et il est incroyablement difficile, évidemment, d'imposer des normes, d'aller vérifier la bonne tenue des normes sud-américaines, sachant qu'on est rentré dans la multipolarité, un monde de conflits, un monde de guerre économique, un monde de chacun pour soi, où le droit international semble être le torche-cul de tout le monde. Donc oui, on a des prévisions. Si je voulais être lapidaire, si tu me le permets un instant, Flavie, je dirais que les Allemands, pour faire survivre une industrie en grande difficulté, et il est certain que la signature par Madame von der Leyen des 15% de droits de douane va affaiblir les exportations, principalement allemandes, parce que c'est le plus grand exportateur en Europe, en sachant que l'Europe est la première importateur pour les États-Unis. Donc les premiers produits qui arrivent aux États-Unis viennent principalement d'Europe avant la Chine. C'est important de le retenir. Bon, sur cette affaire, vendre du lait, du fromage et des vins, j'ai l'impression quand même que c'est une fuite en avant idéologique plus qu'autre chose, dans le sens où on voit quand même qu'on a on a une désindustrialisation européenne qui est inquiétante, même pour l'Allemagne, particulièrement pour la France qui est encore reculée. C'est un pari, mais je crois qu'il est plutôt idéologique, tout en sachant que dans ce monde de compétition économique que je viens de décrire, l'interdépendance, ou plutôt même la dépendance pleine, particulièrement sur l'agriculture, même si l'industrie primaire n'est pas si rémunératrice, elle est quand même dangereuse. Si tu n'as plus de bouffe, si ton fournisseur de bouffe te lâche et que tu dois faire la guerre avec lui ou à des conflits, tu te retrouves dans des difficultés de négociation. Donc j'ai l'impression quand même que vu le tournant de l'histoire, on a une Europe qui continue tout droit alors que tout le monde a tourné. Je crois que tous les pays du monde ont tourné avec la guerre commerciale qu'a commencé Donald Trump, sauf les Européens qui sont les ravis de la crèche, et ce que moi j'appellerais volontiers l'homme malade du monde. Et parmi les Européens, je dirais qu'il y en a qui, comme l'Allemagne, qui tente de préserver leurs intérêts. S'il y a vraiment un pays qui ne se bat absolument pas pour les intérêts, les intérêts de ses populations et de ses producteurs, c'est vraiment la France. Alors je recite cet article de ce blog d'économistes très pro-libre-échange, mais ils sont très écolos en même temps. Mais ils nous assurent que le transport de marchandises n'est pas ce qui produit le plus d'émissions. Donc, je ne sais pas ce qui produit, mais les tankers sur les mers, c'est quand même assez impressionnant en termes de pollution, mais bon, il paraît que nous, écologiquement, c'est bien. Et sur les circuits courts, alors oui, l'argument, c'est de nous dire que sur les circuits courts, il vaut mieux manger une tomate produite au Maroc et livrée en camion qu'une tomate produite sous serre en Bretagne. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on produirait des tomates en Bretagne, en fait. Il ne s'agit pas de les produire en Bretagne. Tomate, c'est un légume du Sud, hein, et il n'est pas question de les L'information produire en Bretagne. importante, c'est la serre. Mais bon, c'est pas très Ouais. intéressant vu que vous avez des terres arables très fonctionnelles dans le sud de la France. Donc, Ouais, je ne voilà. pense pas Donc, effectivement que c'est la des Bretagne arguments sera un toujours lieu de fallacieux. prédilection pour la tomate. Et si c'était que de la tomate du Maroc, ce serait bien. Mais en fait, ce qu'on voit dans nos magasins, surtout des magasins très très bas prix comme Aldi, c'est que l'ail et l'oignon viennent d'Argentine et du Chili. Le raisin vient d'Inde. Pour un pays viticole, c'est génial. Et les pommes de terre, je vous dis ce que j'ai pu voir, hein, moi chez Aldi, les pommes de terre viennent d'Israël. Et les tomates d'ailleurs aussi d'Amérique latine. Donc on n'est pas au Maroc, hein, on est bien plus loin.
Et pour terminer sur cet article aussi, c'est que, voilà, alors les arguments sont très, très fallacieux, flous, quand ils sont gênants. C'est que la remise en cause en question du commerce international vient du fait que nous évoluons dans un univers géopolitique incertain, on a remarqué. Il existe de fortes tensions et le commerce est utilisé comme moyen de faire la guerre autrement. Alors, la personne qui écrit cet article le déplore ou pas, j'ai pas très clair. Il y a cette idée que produire chez soi, c'est moins dépendre des autres, dont les intentions ne nous sont pas toujours connues. Oui, c'est pas une idée, c'est un fait. Mais ils avancent les arguments de l'adversaire, mais ça reste au niveau complètement théorique et pas forcément sérieux. Ensuite, augmenter le commerce avec ces pays, pour eux, c'est un moyen d'y contrer l'influence de la Chine. Alors, on parle de l'influence de la Chine, on parle moins de l'influence américaine qui est centrale depuis des décennies. La Chine, c'est récent, mais l'influence américaine, c'est une extension du marché américain, quand même. Je vais être assez désagréable et poser une question assez simple. En quoi ça nous regarde que les Chinois fassent des deals avec les Sud-Américains? Tout en sachant, comme tu le disais très bien, que l'Amérique du Sud est la chaise gardée des Américains avec la fameuse politique du bâton de Monroe. Et je pense que les deals de Chinoises n'ont rien à voir avec des accords de libre-échange. Et on est tout à fait désolé que les Américains se fassent tailler des croupières en Amérique du Sud et que se font piquer les marchés. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on veut aller sacrifier notre économie pour aider les Américains dans un rapport de force avec les Chinois en Amérique du Sud? Qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on en bénéficie? La grande force, et je ne sais pas si ça s'est beaucoup vu dans l'histoire, des Européens, c'est le sacrifice. La capacité à se sacrifier pour les intérêts américains qui, manifestement, ne veulent plus nous protéger. Quelle est la contrepartie? Je crois qu'on est dans... Les gains estimés pour l'UE sont à 0,1%, ce qui est quand même pas spectaculaire. Et pour le Mercosur, en moyenne autour de 1%, ce qui est toujours plus. J'imagine que c'est pour l'Argentine, le Brésil, c'est une moyenne, l'Argentine et le Brésil, c'est beaucoup plus important, plutôt autour de 5%. Bon, en tout cas, on va voir les effets de cela. Si les mouvements sociaux en Europe plaisent à nos dirigeants, effectivement, avec le Mercosur, il va certainement moins y avoir de pommes de terre produites en France, mais plus de de conflits sociaux. Je ne comprends pas trop la démarche. J'ai l'impression que c'est un train qui tourne à vide. Comme je le disais, le monde a tourné à droite. L'Europe continue tout droit vers leur avance. C'est tout à fait délicieux. Là, moi, là-dessus, on n'est pas forcément toujours d'accord. Moi, le monde a tourné à droite. On parlera pas ça aujourd'hui, ce soir, de toutes ces subtilités de droite et de gauche, de ce que ça veut dire. Non, je veux dire, la voiture, les pays ont tourné dans une autre direction. Nous, on a continué tout droit. On a raté le coche, pour le faire plus simplement. Parce qu'il est manifeste qu'on a la multipolarité, il est manifeste qu'on a un retour aux intérêts nationaux, assez dur aux intérêts impériaux aussi. Faire du libre-échange dans ces conditions-là, c'est être tout nu, courir tout nu au milieu de la rue alors que tout le monde est en train de s'armer. Donc, c'est charmant, mais je crois qu'on a d'autres problèmes à régler et un libre-échange de plus ne va pas aider notre industrie à se remettre debout, car elle est en retard et en très mauvais état. Bon, en parlant des effets de la mondialisation, peut-être pouvons-nous parler du Népal. Ah oui, alors le Népal, j'avoue... moi, j'ai travaillé. Moi, je veux bien y aller. J'ai vu qu'il y avait des émeutes, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, forcément. Bon, alors simplement, depuis un petit temps, couvre au Népal une insatisfaction. Il est très difficile de dire s'il y a des interventions étrangères. On n'a pas d'informations là-dessus, même si c'est dans une zone devenue stratégique un peu pour tout le monde. On a Internet qui a été coupé par le pouvoir dirigeant qui semble se noyer dans une certaine gabegie, ou une gabegie certaine plutôt. Et les manifestants, il ne faut jamais couper Internet à des gens qui passent les 3/4 de leur journée. Je pense qu'il vaut mieux couper la bouffe que les téléphones aujourd'hui, malheureusement. Et on a une population qui s'est toute mobilisée de façon extrêmement dure. Il y a des morts, dont la femme de l'ancien Premier ministre. On a les vidéos du ministre de l'économie qui s'est promené tout nu. Peut-être qu'il a trouvé le temps parfaitement joyeux. Excusez-moi, j'ai un problème technique. Je vous laisse. Oui. C'est où le son? C'est toi, Noah?
Je vais couper 41. Tu peux noter 41-50 que je coupe le passage, s'il te plaît? Bah, je vais attendre qu'elle revienne, je vais couper, en fait, je vais faire plus simple. Perso en folie, excusez-moi. Qu'est-ce que Donc tu as qu'est-ce que foutu, bordel de queue? Ah pardon, qu'est-ce que tu as foutu? Je vais couper, OK. je vais couper. Ouais. Bon, bah, ça fait un peu Non, non, mais schizophrénie, voilà, ouais, on excusez-moi, s'excuse, hein, désolée. mais Voilà, donc au Népal, ils ont coupé internet et en contrepartie, ben, on a quand même 20 entre 19 et 25, bon, 25 morts du côté des manifestants. On a un journaliste qui est mort, donc la fameuse épouse, le monsieur qui a couru tout nu et les bâtiments publics ont bien été démolis. On a une vraie protestation qui a mené à la démission du gouvernement, enfin, du Premier ministre et du président, et à un gouvernement de transition. Donc ça a été très vite, très fort. Donc on a quand même quelque chose d'assez dur qui se passe. Il semblerait, mais on n'a pas des informations très strictes, mais selon le Sun, que 13 000 personnes ont été mises en prison. Bon, je ne sais pas très bien. Ça me Oui, mais là, paraît. en effet, on a lu récemment que l'armée aurait repris la main, comme ça arrive souvent dans ces régions. Donc, bon, je ne sais pas. Pour Bon, l'instant. en tout cas, on a un gouvernement de transition. Espérons que le peuple népalais ne tombe pas dans une junte militaire et un gouvernement de transition qui soit prêt à faire des compromis. Bon, c'est très difficile à dire, mais c'est un peu dans notre fameuse épopée des mouvements sociaux contemporains. En parlant de mouvements sociaux, on va aller vers ton préféré, celui qui te fait trépigner le soir. Nous avons la fameuse, l'inoubliable, la très bien teasée d'ailleurs sur les réseaux sociaux, la manifestation dans un pays qui va quand même mal, qui effectivement, ce n'est pas repris dans la presse standard, mais à l'international, ça fait grand bruit. On a donc l'Angleterre qui, le 13, qui a sa grande manifestation ce samedi. On remarquera qu'en France, c'est en semaine. En Angleterre, c'est le week-end. Oui, ce qui est un peu plus efficace, évidemment. Non, mais justement, on n'en parle pas du tout. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'à l'ère des réseaux sociaux, de la méga, du tout communication, en France, la plupart des gens ne sont pas au courant de ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Que je parle à des gens de droite ou des gens de gauche, des gens qui sont... parce que c'est une manifestation totalement assumée anti-immigration et qui est d'une violence assez incroyable, parce que c'est un sujet qui a été tellement mis sous le boisseau pendant des décennies que là, on a l'impression que c'est le retour du refoulé et que c'est extrêmement impressionnant. Et que je parle à des gens de droite ou de gauche qui seraient pour ou contre cette démonstration, personne n'est au courant. Alors que ça fait des mois qu'en effet, l'Angleterre est au centre d'émeutes dites ethniques, en fait, puisque c'est l'anglais de souche qui ne supporte plus le vivre ensemble et qui est arrivé à un niveau de capacité de résilience qui n'est plus là. Alors évidemment, pourquoi alors, pour aller vite, pourquoi ces émeutes? Il y a eu l'affaire des grooming gangs pakistanais qui a été mise à jour par ce fameux Tommy Robinson, qui est donc traité de tous les noms, notamment de fasciste d'extrême droite, qui est un ancien hooligan, je crois, qui est un type qui vient d'un milieu très populaire et qui a le verbe fort, on va dire, et qui a mis à jour cette affaire donc des abductions, des kidnappings de jeunes filles anglaises. Alors, on est obligé d'être un peu clair là sur la question, anglaise plutôt de souche, qui disparaissaient, les parents allaient au commissariat, n'arrivaient pas à trouver la trace de leur fille. Et pendant des décennies, en Angleterre, des gamines ont été kidnappées pour être violées en groupe par principalement des ressortissants d'origine pakistanaise. Qui a couvert toute cette affaire-là? Qui est l'attorney de l'époque qui a couvert? C'est quelqu'un qui s'appelait Keir Starmer. Donc il y a ce fait-là. Il y a eu l'année dernière l'assassinat de 3 petites filles dans un cours de danse, je crois, par un ressortissant d'origine rwandaise. Donc ça, c'est comme ça que les émeutes ont commencé à monter.
Et puis récemment, en fait, la découverte par les Anglais que les migrants illégaux qui arrivent par la mer, qu'on est censé vouloir refouler, enfin que Keir Starmer avait été quand même élu beaucoup pour ça, sont logés dans des hôtels 3 étoiles, avec full buffet, reçoivent tous les soins, l'accès aux soins de santé absolument complet, des soins dentaires, et puis de l'argent de poche, et que surtout, ils sont maintenant, puisqu'il n'y a plus de place dans les hôtels, ils sont logés dans des appartements pour lesquels l'État paye les propriétaires 3 fois le prix du loyer. Ce qui se passe, c'est que des Anglais sont kicked out de leur appartement, des femmes célibataires avec enfants, il y a des tas de cas absolument de détresse incroyables, pour laisser place aux migrants qui sont totalement pris en charge, juste parce que déjà on achète la corruption des propriétaires puisqu'ils sont payés par l'État 3 fois le prix. Donc ces personnes qui sont foutues dehors pour la place aux migrants sont foutues dehors et payent des impôts pour leur propre éjection, si on peut dire comme ça, si on doit résumer assez vite. Donc on est arrivé quand même à des niveaux c'est vrai, d'insultes envers la population, c'est des niveaux de perversion, je trouve, assez forts. Et en fait, le seul résultat qu'ils ont eu, c'est en fait qu'ils ont fait craquer le vernis qui était encore là, en fait. Là, je pense qu'il y a des personnes qui n'auraient pas du tout manifesté encore l'année dernière, qui sont là avec des drapeaux anglais, qui montrent leur visage, alors qu'ils n'auraient pas osé, je pense, même dire ça en privé il y a encore un an. Et donc l'Angleterre est pavée de drapeaux anglais, pour le coup, c'est très anglais pour l'instant, c'est des drapeaux pas Wales, pardon, England, c'est pas au Royaume-Uni. Et il y a un appel à une énorme manifestation dans les grandes villes d'Angleterre. Ou qu'à Londres, là, je voudrais pas dire une bêtise. Mais voilà. C'est la première vraiment grande manifestation qui prend cette ampleur-là, semble-t-il, anti-immigration, extrêmement nationaliste, l'usage des drapeaux. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi sur l'ethnicité, dans le sens où, enfin, c'est quelque chose de difficile à mesurer, mais j'ai envie peut-être de donner un autre point de vue. Non, ça c'est pour aller vite. Non, mais c'est vrai. Je n'en sais pas. Il y a des Britanniques d'origine étrangère qui soutiennent ce mouvement. Et il y a premièrement et deuxièmement, j'ai vu tout un micro-trottoir. Bon, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'un micro-trottoir, ça ne donne pas un état d'esprit général, mais on a quand même interrogé énormément de personnes qui disaient mais moi l'immigration légale me convient. Tant que c'est encadré, c'est quelque chose qui doit être encadré. Ce n'est pas au tout venant. Les propos sont assez mesurés en fait. Ils sont en même temps très surpris. C'était pas aussi et en même temps mesurés sur l'impact. Oui. Et je pense une deuxième exaspération qui à mon avis est une cause tout à fait sérieuse, c'est les gens font de la tôle maintenant pour faire une blague. Facebook, il faut savoir. L'Angleterre est partie très très loin. Les États-Unis se moquent des Anglais en se disant mais qu'est-ce qu'ils arrivent chez vous, on met des humoristes en prison pour une demi-blague sur un trans. On a quand même une société qui est dans un état de déliquescence et un pouvoir qui utilise la force pour compenser son impuissance. En plus, je dois admettre que, bon, je ne sais pas qu'il faut en penser, mais mettre en pleine émeute, avec des morts dans les rues, une personne voilée, c'est quand même un drôle de geste pour les manifestants. Ça ressemble à une provocation, même si cette personne est peut-être très compétente, c'était peut-être pas le bon moment. Ça pouvait attendre le mois prochain. Alors, c'est vrai qu'on nous avance. Donc, c'était la nouvelle ministre de l'Intérieur et d'origine pakistanaise, elle s'appelle Shabana Mahmood, je crois. Elle a prêté serment quand même à House of Commons sur le Coran voilé. Mais elle nous assure que donc elle veut réguler l'immigration. Il faut voir, tout le Home Office est d'origine étrangère. Donc et donc, on nous assure, mais comme on nous a assuré pour Keir Starmer, que c'est des personnes qui veulent réguler l'immigration, on peut éventuellement en douter. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu une provocation de nommer cette personne juste à ce moment-là. Il ne faut pas aussi oublier de mentionner que si ce mouvement a pris de l'ampleur et qu'il a pu avoir une couverture médiatique, alors principalement sur Twitter au départ, c'est Elon Musk.
Elon Musk n'arrête pas de se passionner, on va dire, pour les mouvements identitaires européens, précisément là, les mouvements anglais. Il soutient, je crois, Tommy Robinson assez fortement. Et c'est lui qui a donné cette visibilité. Hein. Ils le disent en Angleterre, que sans Elon Musk, le mouvement n'aurait pas pris cette ampleur. Alors, c'est un mouvement très Twitter, hein, bien sûr. Mais, Oui, enfin voilà, c'est très difficile à dire. De nouveau, on doit attendre hein, face à l'histoire, face au dénouement. Il y a une information très importante, mais on va la traiter à la toute fin parce que je vais en faire une vidéo que je vais sortir ce soir. On va donc avancer parce que bon, on a les fortes manifestations anglaises arrivant en petite France chez les mangeurs de fromage. Et Nous aujourd'hui, avons nous, on a eu ici- une manif, mais on a essayé de voir et on n'a rien vu. Ah si, on a Enfin, il y a eu cherché. des... On a fait, d'ailleurs, abonnez-vous à notre TikTok qui sera enrichi de choses intéressantes. On a cherché, caméra au point, on s'est promené dans Paris, on a cherché les manifestations, on a cherché le soufre, on a cherché un petit feu, une petite... Rien. Rien. Je vous assure qu'on a fait plus que quitter le 16e. non, On s'est si, baladé je dans pense qu'il y Paris, avait dans les certains, zones importantes. Il ne s'est rien passé à Paris. Donc, il s'est passé des trucs. Mais non, il s'est passé des trucs, mais c'est vrai que oui, c'était mais très... c'était très... on m'avait Free vendu quelque chose Palestine. de fort, quoi. Oui, oui, J'en non, ai, c'était... j'en ai tiré une hypothèse du mouvement Bloquons Rien. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que 80 000 gendarmes ou des camions de CRS. Il y a la LFI. Il suffit qu'un mouvement soit repris par la gauche et l'extrême gauche pour que personne n'y aille. C'est formidable. Donc voilà, ça m'a permis. On voit le contraste avec l'Angleterre où le mouvement est beaucoup plus sulfureux. Je me permets de me moquer un peu. Bon, c'est bon enfant. Disons qu'il y a eu un peu de casse, mais même pas autant. Hein. Tous les magasins étaient pourtant sur la rue de Rivoli complètement barricadés de panneaux de bois. Et en fait, même là, c'est un peu décevant et c'était très, très... heureusement pour les commerçants, en fait. Mais non, c'était très ACAB. Chaque fois, je te redemande ce que c'est ACAB. J'arrive pas à le retenir. Crops are Bastard. Oui, voilà, c'était ça, c'est trop mignon. C'était Crops, voilà, et ACAB et Free Palestine. Donc, bon, rien de très original et rien qui... Bon, il y avait quelques vieux syndicalistes. Je sais, parce que on avait des connaissances qui étaient plus dans le centre. Il y avait quand même de la manif plus vers Châtelet, dans le centre, les Marais, etc. Mais voilà, c'était très jeune gauchiste, vieux syndicaliste, pourquoi pas, mais visiblement, ça ne crée pas un mouvement, en fait. C'est pas suffisant. Charlie Kirk est mort, hein, on va en parler. Il vient de se faire tirer dessus. Tu as déjà vu des vidéos de lui, c'est un type de droite aux États-Unis qui fait des petites confrontations sur les campus. Il y a 1 heure, il s'est fait tirer dessus. On le traite dans les petites nouvelles. Restons sur l'essentiel, c'est-à-dire l'incroyable actualité française, la révolution, que dis-je, le pas dans la bonne direction. Nous avons un cornu, un très cornu, qui vient de prendre une bête à cornes, monsieur le Premier ministre. Le nouveau Premier ministre est donc monsieur Lecornu. Bon, je vais commencer. Il semblerait que le monsieur vienne... Bon, d'abord, c'était plutôt un bon ministre des Armées, qu'il ait réussi à faire des réformes, à augmenter les budgets et à créer du consensus dans une structure qui n'est pas tout à fait satisfaite de la Macronie. C'est un grand fidèle à la Macronie. Il ne pense rien. C'est un techno pur et dur, mais un techno efficace. C'est un des rares quand même qui sait piloter une administration en France. Il vient des LR. Il a rallié Renaissance et il est du premier cercle de la dame que tu as croisée, que nous avons croisée tout à l'heure. On en parlera dans les petites nouvelles. Ouais. Dont nous parlerons avec plaisir, car nous avons croisé la première dame. Il est dans le premier siècle de Macron. Et donc voilà, ma question, je vais la poser assez simplement. Est-ce que c'est la meilleure nouvelle de tous les temps? Première possibilité. Est-ce que c'est un coup de génie de Macron? Est-ce que c'est la démonstration qu'il est quand même acculé et qu'il manque de confiance, car il met un de ses fidèles au gouvernement? Voilà, est-ce que ça présage des bonnes choses? Moi, j'avoue quand même que je trouve ça plutôt sain qu'au moins sur le plan technique, il picole un peu moins et il bosse un peu plus que Bayrou. Oui. Bon, il est plus jeune déjà, en plus il a 39 ans, donc c'est un peu
Mais alors la formule est culée, il faut que tout change pour que rien ne change, voilà, quoi. Ce sera un petit peu plus dynamique que Bayrou. Il pourra sortir de l'avion sans bloquer son ventre, et il a peut-être envie de faire carrière, donc il va peut-être faire des choses, parce que Bayrou, je pense que là, il a fait ses 6 mois, donc il va toucher sa retraite. C'était le but, hein. J'ai l'impression qu'il a fait 6 mois et puis qu'après il a appelé l'Assemblée pour le vote de confiance parce qu'il avait envie de se barrer. Enfin, en tout cas, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais ça ressentait tellement le pachyderme que je sais pas, c'était impressionnant. Ce mandat Bayrou a été quand même. Donc voilà, ça va être plus jeune. Il vient de la droite qui se macronise très facilement. Il n'y a rien à dire. C'est un bon élève. C'était un choix, c'est un choix très, très attendu, très prévisible. Oui, donc. Bon, c'est toujours facile à dire après, hein, quand même. Ah bah non, moi je le dis pas après, je l'aurais dit avant. Moi je savais pas. D'abord, c'est quelqu'un que j'ai entendu ce nom, mais je ne savais à peine qui il était. Je savais même pas qu'il venait de l'UMP en réalité. Il est ministre depuis des plombes là. Et d'ailleurs, il était ministre des Armées. Donc sur la position va-t-en-guerre, ça confirme en tout cas un mouvement. D'ailleurs, je crois qu'il a sorti un bouquin aussi sur la guerre, enfin, lié en tout cas à sa position sur l'engagement en Ukraine. Donc voilà, rien que de... Bon, il a mis un petit coup à droite, hein. De toute façon, là, c'était très très centriste avec Bayrou. Voilà. Donc, alors, le Figaro est content, parce que les lecteurs de Figaro, il y a eu un petit sondage ce matin, et on leur demande s'ils sont contents. Et ils sont quand même contents à 45%. Ah bon, c'est pas énorme, enfin, il y a quand même 45% de gens de droite qui pensent que voilà, on est sur la bonne route. Donc c'est un des défauts de la France. De droite France. ou de gauche et de virement à droite, voilà, il y a cette droite-là qui vire rien du tout. Est-ce que la France ne fait pas d'une de ses forces un travers? C'est un pays qui est dit très politique, mais donc qui a beaucoup de goût pour la petite manœuvre politique et qui peut ergoter 4 heures sur un petit mouvement droite-gauche un peu fin qui ramène un équilibre à l'Assemblée. J'ai l'impression qu'on arrive encore une fois à perdre de vue que les finances sont dans un état désastreux et le pays Ouais, l'est aussi. c'est de la pure politique politicienne, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, pour moi, cette nomination a juste aucun intérêt. Restons-en là. Encore une fois, une information internationale très riche qui amène des mouvements de fond et une France qui, elle, pinaille à l'Assemblée et dans l'État. Flavie, Venez je te nous remercie pour retrouver cette émission. pour une discussion plus à bâton rompu, moins formelle, aux petites nouvelles, juste après. Tout à fait. Et n'hésitez pas à commenter. On lit toutes les questions et tous les commentaires et on essaie d'y répondre avec plaisir. Un grand merci Flavie. Toujours applaudir notre ami à la régie, aux esprits libres. Excellente soirée et merci beaucoup. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.